Ainsi, je vais pouvoir vous envoyer donc le lien en replay et puis la présentation si souhaité. Je vous rappelle aussi les petites recommandations d'usage, à savoir bien couper vos micros et vos caméras pendant l'intervention. Bien évidemment, il y a la possibilité de poser vos questions via le chat voilà, à droite de l'écran et puis pendant les temps de parole qui seront dédiés, il n'y a pas de souci. Et puis, donc, en fait, c'est un webinaire qui va durer 1 heure. On est une petite heure ensemble. Donc, le déroulé sera le suivant. Une petite introduction de Xavier Fraval de Côte Parquet, pardon, j'écorche le nom, directeur du service international de la Team France Export Normandie. Ensuite, une présentation du marché espagnol, des marchés porteurs, des opportunités d'affaires par les chefs de pôle des 4 filières de Business France Espagne. Astrid Charpentier, Ève Franchy, Javier Miguel et Laurent Sulpice, que je remercie d'avance pour leur présence et leur collaboration. Et puis ensuite, je conclurai sur la mission régionale collective, donc organisée par la Team France Export du 13 au 17 juin. Voilà, donc je sans plus tarder, Xavier, je vous laisse la parole et merci à tous. Très bien, merci, muchas gracias, buenos días a todos. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette session donc d'information sur l'Espagne, sur le marché espagnol, un marché très important et prioritaire dans le cadre des relations très soutenues entre la France et l'Espagne. Pour mémoire, mais ce sera dit et redit, mais la France est le premier client de l'Espagne et le deuxième fournisseur de l'Espagne, et donc un marché à la fois de proximité sur lequel on entretient donc des relations très fortes, et puis aussi un lien culturel historique. Donc très heureux de pouvoir donc voilà, vous donner ces quelques mots d'introduction sur ce focus spécial Espagne, avec donc et je remercie tous les collègues de Business France, du bureau Business France, des bureaux Business France en Espagne qui sont présents ce matin pour vous donner quelques clés sur les secteurs porteurs, sur les opportunités d'affaires et comment, en quelques mots, aborder aussi le marché espagnol, en donnant quelques éléments aussi sur la situation économique du pays. Et tout ça parce que notre intention donc aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser sur l'importance de ce marché et de vous projeter sur ce marché espagnol dans le cadre d'une mission, une mission collective que nous vous proposons au sein du service international de CCI Normandie, une mission donc collective que nous proposons donc du 13 au 17 juin prochain. Une mission que l'on pilotera en lien avec donc directement Business France, ensuite sur le marché espagnol, pour vous permettre d'avoir à la fois une mission de prospection commerciale avec des rendez-vous et des programmes de rendez-vous personnalisés, mais tout en y mettant aussi une dynamique collective avec là aussi un tronc commun de réunions et d'informations collectives sur le marché, sur la pratique des affaires et des sessions aussi de networking. Donc voilà pour ces quelques mots d'introduction, et donc l'objectif de vous donner ces clés pour vous inciter aussi à vous projeter sur ce marché. Et on a justement à la clé ce programme, cette mission de prospection que nous allons piloter en lien avec les collègues de Business France, donc à la mi-juin, et on espère vous y retrouver nombreux. Voilà, je laisse donc le webinaire se dérouler et je vous remercie encore toutes et tous d'y participer, et donc une bonne session à tous. Merci. Eh bien, je prends le relais. Donc, moi, c'est Astrid Charpentier. Je suis responsable du pôle agrotech sur la péninsule ibérique chez Business France. Et je vais vous présenter l'Espagne en quelques mots. Donc, l'Espagne, c'est 47 millions d'habitants. Les deux plus grandes villes d'Espagne sont Madrid, la capitale, et ensuite Barcelone.
L'Espagne a la particularité d'être divisée en 17 communautés autonomes, ce sont 17 régions. La spécificité de l'Espagne, c'est que ces régions sont très, très fortes et vous verrez par la suite que la distribution se fait de manière régionale, en général pour les produits français plus qu'au niveau national, mais on y reviendra en tout cas côté agro. L'Espagne, c'est la 4e économie de la zone euro. La France, le premier client et le 3e fournisseur de l'Espagne. Le 4e client de la France derrière les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. C'est la 2e destination touristique mondiale en 2019 avec 83 millions de touristes. Alors, bien sûr, en 2020, 2021, beaucoup moins, mais voilà, derrière la France, le tourisme est très, très important en Espagne et environ 2300 filiales françaises en Espagne. Petit flash Covid, ici on parle de 6e vague. Donc, le mouvement des personnes, c'est assez facile de se rendre en Espagne en ce moment. Le gouvernement demande simplement de remplir un formulaire en ligne pour obtenir un code QR, d'avoir un pass sanitaire ou sinon de justifier un PCR ou un antigénique. Les communautés autonomes aussi, entre elles, les mouvements des personnes sont très faciles. Il y avait encore un couvre-feu, je crois, la semaine dernière en Catalogne, mais c'est terminé. Et le taux d'incidence a dépassé les 2500 cas pour 100 000 habitants, mais est en régression, voilà, tout comme en France. En 2021, l'OCDE prévoit une croissance du PIB de 4,5%. Cette croissance est vraiment soutenue par une demande extérieure et une consommation intérieure soutenue. On sent un dynamisme en Espagne qui reprend. Le gouvernement a mobilisé près de 230 milliards d'euros sur 2021 et au cœur du plan de relance, nous avons l'écologie et le numérique comme les 2 thèmes clés. Voilà pour l'Espagne en quelques mots. Je vais rentrer dans le vif du sujet de l'agro. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Ah non, pardon, d'abord, je vais vous présenter l'équipe. On a 3 bureaux sur la péninsule ibérique, un à Barcelone, un à Madrid et un à Lisbonne. Nous sommes 25 collaborateurs spécialisés dans l'export, dans l'accompagnement des entreprises françaises qui veulent développer leur chiffre d'affaires à l'export sur la péninsule. Et nous avons 3 collaborateurs spécialisés en Invest, donc qui accompagnent les investisseurs étrangers en France. Voilà pour cette partie. Maintenant, les secteurs porteurs en agro. Alors, comme je vous le disais, le marché espagnol, c'est 47 millions de consommateurs et 83 millions de touristes. Je vais vous faire une petite présentation des opportunités et menaces du marché et après, je rentrerai dans le détail des filières, les filières qui nous semblent les plus porteuses pour les entreprises françaises. Donc, un marché porté par le tourisme, comme je vous le disais. Avant la crise sanitaire, donc une offre RHD très importante qui reprend vraiment complètement. Si vous êtes amené à venir en Espagne, vous verrez cette effervescence dans les rues et dans le secteur Horeca, RHF. On a une communauté française qui est importante et avec présence de filiales, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, en industrie agroalimentaire, il y a des grosses industries qui sont bien implantées, comme Danone, comme Lactalis, etc. Un pays membre de l'Union européenne, donc avec pas de droits de douane, donc ça aussi facilite les échanges. En termes de distribution, on a un nombre important d'enseignes dans la grande distribution, d'enseignes françaises comme Carrefour en 2e position et Auchan dans le top 10. La première enseigne en Espagne, c'est Mercadona qui occupe 27% des parts de marché. C'est un des retails alimentaires les mieux organisés d'Europe et c'est aussi malgré la crise, on l'a vu, les flux étaient très, très, très simples dans le retail alimentaire. Une explosion du e-commerce avant 2020, mais attention, qui reste encore très faible par rapport à la France ou par rapport à des pays comme l'Allemagne. Une plateforme logistique aussi, l'Espagne est une plateforme pour atteindre des marchés portugais, nord-africains ou sud-américains, ce qui n'est pas négligeable et se retrouve souvent. En revanche, les menaces du marché espagnol, attention, il y a une préférence nationale qui est affirmée pour certaines catégories de produits, comme les fruits et légumes par exemple.
une culture gastronomique forte. Ils sont très fiers de leurs produits et de leur identité régionale, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est très marquée en Espagne. Donc, effectivement, les différences par rapport à la France, cette régionalisation, avec peu d'acteurs, importateurs, distributeurs nationaux. Vous allez avoir beaucoup de distributeurs au niveau régional, donc ne pas miser sur un distributeur sur tout le pays, mais sur plusieurs. Les tendances sont toujours plus lentes, arrivent d'une manière plus lente en Espagne. C'est le cas de l'offre bio, par exemple. Le bio ne décolle pas vraiment en Espagne. Comme je vous le disais, Mercadona, c'est le premier leader de l'enseigne leader en Espagne de la grande distribution. Ils n'ont aucun produit bio dans leur magasin, donc c'est quand même très représentatif. Comme c'est Mercadona qui donne le ton, c'est voilà, à prendre en compte. Il y a du sans gluten, etc., du sans produit avec moins de sucre, mais le bio ne décolle pas. Donc l'Espagne, c'est un pays plus suiveur que précurseur en général. Et n'oubliez pas que c'est un marché de prix comme le Portugal, que je rajoute, c'est que voilà, il faut souvent adapter son prix au marché. Le pouvoir d'achat a été affaibli pendant la crise et il y a un impact encore aujourd'hui. Donc voilà, des marchés de prix. Nous avons réalisé pour le compte du ministère de l'Agriculture en 2020 des études sur la distribution alimentaire en Espagne. Et nous avons, à travers de cette étude, interviewé de nombreux opérateurs sur le terrain pour avoir vraiment leur ressenti sur le marché, sur la perception des produits français, sur les opportunités. Et nous avons détecté 7 filières, nous avons approfondi 7 filières. Alors, vous avez un petit feu vert qui représente les filières dans lesquelles nous pensons qu'il y a le plus d'opportunités pour les entreprises françaises. Donc, la BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, les fruits et légumes, même si je vous disais tout à l'heure qu'ils sont très fiers de leurs produits, il y a quand même beaucoup d'échanges avec la France, les produits de la mer et les produits surgelés. En revanche, des opportunités, mais à prendre avec un petit peu plus de pincettes pour les produits snacking sucrés salés, pour les produits carnés, la charcuterie, et pour les produits laitiers. Donc, je vous invite vraiment à rentrer dans cette étude qui est vraiment très, très complète, qui est gratuite, qui est à disposition des entreprises françaises. Donc, n'hésitez pas à creuser cette étude. Je crois qu'il y a des entreprises présentes dans le secteur des produits de la mer. Nous avons un salon en Espagne qui est très important, qui s'appelle le Seafood, qui va avoir lieu pour la première année en Espagne, qui était à Bruxelles avant, qui aura lieu pour la première fois à Barcelone cette année. Nous y serons présents, ça a lieu au mois d'avril, fin avril. Et dans le secteur des fruits et légumes, il y a un gros salon aussi qui s'appelle le Fruit Attraction, qui a lieu au mois d'octobre. Et sur ces salons, Business France a des pavillons France, pour votre information. Voilà, je ne voudrais pas être beaucoup plus longue pour laisser la place à mes collègues, mais voilà, rentrez dans cette étude et revenez vers moi si vous avez plus de questions, ou même dans le chat, si vous avez des questions sur les secteurs porteurs. Voilà pour l'agro. Alors, l'équipe agro, juste encore quelques mots. On est une équipe de 4 personnes à Madrid, enfin 5 personnes, 4 personnes et demie, pardon, à Madrid, avec des personnes qui sont spécialisées dans l'amont agricole. On a Charlène Moget de Varenne, dans tout ce qui est boissons, produits transformés, Sarah Bejaoui. Et Hugo Lezay, qui est quelqu'un qui travaille en agro et aussi dans l'équipe Industrie Cleantech de ma collègue Laurence. Agathe Gauthier, qui est basée à Lisbonne. Et nous avons un responsable communication multifilière, donc qui touchera les 4 filières de Business France. Voilà. Merci Astrid. Bonjour, je prends le relais. Je suis Ève Franchy, la chef de pôle Art de Vivre pour la zone ibérique. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter les opportunités sur les différents secteurs que nous suivons. Avant toute chose, je souhaitais mettre en avant le fait que la pandémie a clairement modifié les habitudes d'achat du consommateur espagnol, qui a complètement intégré l'achat en ligne comme un nouveau canal d'achat. Il est vrai que les secteurs de la mode et des cosmétiques avant la pandémie étaient déjà présents sur le canal
online, mais clairement, la pandémie a démocratisé ce canal pour tous les biens de consommation. Ainsi, les sociétés qui souhaiteront aborder le marché espagnol devront prendre en compte ces nouvelles habitudes d'achat et clairement penser à développer une stratégie d'omnicanalité. Donc, en premier lieu, je souhaitais mettre en avant le secteur du tourisme qu'a évoqué ma collègue Astrid. Effectivement, le tourisme est clairement un pilier de l'économie espagnole. En 2019, il représentait 12,4% du PIB avec 83,4 millions de touristes. Clairement, l'année 2020 a été une année noire pour le secteur touristique, mais en 2021, on a vu un petit peu le chemin de la reprise avec 30 millions de touristes, 32 milliards d'euros dépensés et 89 milliards d'euros de PIB, soit 8,4% du PIB. L'année 2021 a également été une année record en termes d'investissement hôtelier, avec 127 opérations de vente d'hôtels, notamment acquises par des fonds d'investissement et dont des fonds d'investissement étrangers. On sent que le secteur du tourisme est clairement un secteur stratégique pour l'Espagne. Le gouvernement espagnol a lancé un plan de relance sur 3 ans à hauteur de 3,4 milliards d'euros, souhaitant développer le tourisme comme un tourisme durable, d'un point de vue environnemental, socio-économique et territorial, avec par exemple une rationalisation du nombre d'établissements sur une même destination, une promotion de l'économie circulaire au sein des établissements, la digitalisation du secteur, l'investissement et réhabilitation du patrimoine touristique et l'amélioration des zones commerciales de grande affluence touristique. Donc, je pense qu'il y aura vraiment des opportunités pour tous les fournisseurs du secteur hôtelier, tant au niveau solutions digitales que aménagement ou objets de décoration. Le second secteur d'importance, c'est celui de l'univers de la maison et du jardin, qui a eu un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros en 2021. Et effectivement, depuis la pandémie, on a vu que les consommateurs espagnols ont largement investi en rénovation de leur intérieur et de leur extérieur, un petit peu de leur environnement quotidien, avec tant des investissements en seconde œuvre, mais aussi en aménagement, en objets de décoration. Et on a noté vraiment un enjouement pour tout ce qui était bricolage et do it yourself, qui est en forte progression, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2021. La filière sport a vu un véritable essor des sports à l'air libre, qui offraient une certaine sécurité sanitaire. Et en 2020, il y a eu plus 39% de ventes de vélos à hauteur de 2,6 milliards d'euros, soit 1,7 million d'unités vendues. Un nombre important de nouveaux adhérents dans les clubs de golf, de tennis, paddle, ainsi qu'une forte augmentation du nombre de runners qui aujourd'hui sont au nombre de 5,3 millions de personnes. Donc, il y a clairement des opportunités aussi sur toute la filière sport. Et le gouvernement espagnol a lancé également un plan de relance sur cette filière afin de rénover les installations existantes avec un focus sur l'efficience énergétique, d'internationaliser la filière afin de faire venir des événements internationaux en Espagne, de féminiser la filière, de la digitaliser également, et de faire beaucoup plus la promotion de la pratique du sport pour combattre la sédentarité et mettre en avant le fait de mener une vie saine. Pour terminer sur cette première partie, je parlerai également du nautisme. Comme activité à l'air libre, les consommateurs espagnols ont vraiment de plus en plus pratiqué des activités nautiques. On enregistre 300 000 surfeurs et kitesurfers en Espagne. Il faut rappeler qu'il y a 8 000 km de côte en Espagne.
Et en 2021, on a vu une forte augmentation des immatriculations d'embarcations, hein, plus 33% par rapport à 2020. 70% étaient des embarcations pour usage privé et 30% destinées à la location. Une forte augmentation sur les ventes de bateaux à moteur ainsi que scooters des mers. Voilà, slide suivante. S'il te plaît, merci Béatrice. Et pour ne pas, je souhaitais également parler de secteurs clés, hein, qui sont bien sûr le secteur de la santé. Avant la pandémie et toujours en cours, il y a 44 projets de construction de nouveaux hôpitaux en Espagne, ainsi que 333 projets de construction de maisons de retraite. Donc, il y a clairement des opportunités pour tous les fournisseurs de technologies médicales et d'équipements et de mobilier pour ce type d'établissement sanitaire. Et la pandémie a vraiment mis en avant le besoin du système de santé national espagnol de acquérir plus d'outils en santé digitale. Et c'est pour cela qu'en 2022, un budget de 220 millions d'euros a été réparti sur les 17 communautés autonomes afin de renforcer les infrastructures informatiques des centres sanitaires, de fluidifier la relation centre sanitaire-patient, d'améliorer des projets de développement d'imagerie médicale. Bref, il y a vraiment beaucoup d'opportunités sur le secteur de la santé actuellement en Espagne pour tous les fournisseurs, toutes les sociétés qui fournissent aux établissements de santé. Je terminerai par le secteur des cosmétiques. Hein, l'Espagne est le 5e marché européen avec un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros et des prévisions de plus 8,7% pour 2021. C'est clairement un marché mature avec un grand nombre de marques présentes, mais une forte présence des marques françaises et une forte appétence de la part des consommatrices et consommateurs espagnols pour les marques françaises. En introduction, on parlait du canal en ligne pour les ventes de cosmétiques et en 2020, celui-ci représentait 10% du circuit de vente des cosmétiques. En conclusion, je dirais que les marques de cosmétiques qui souhaitent se développer en Espagne devront clairement proposer une différenciation, une innovation, tant au niveau de la composition de leur formule, de la texture ou du packaging pour pouvoir se différencier sur ce secteur où beaucoup de marques sont déjà présentes afin d'attirer les interlocuteurs espagnols et surtout penser à un budget communication et marketing afin d'accompagner le lancement de la marque sur le marché espagnol. Voilà, slide suivante. Et du coup, je souhaitais vous présenter rapidement l'équipe Art de Vivre et Santé qui se tiendra à votre disposition pour réaliser une réunion Teams afin d'échanger de façon plus spécifique sur votre projet de développement en Espagne. Et je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole à mon collègue Javier Miguel. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette matinée ensoleillée à Barcelone, puisqu'on est je suis basé à Barcelone. Je vais vous parler en 5 points de la tech en Espagne. Certains éléments, on les a déjà vus sur les différentes présentations de mes collègues. Mais c'est important de les rappeler, de les souligner. La zone ibérique, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix au niveau des personnes que vous pourrez embaucher, des
des locaux que vous allez pouvoir louer. Aussi, ça va être l'Espagne, ça va être le meilleur pays pour vous, pour partir à l'étranger, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour partir à l'export. Marché équivalent, mais avec moins de freins qu'il peut y avoir sur la zone germanique ou sur la zone italienne, etc. On a beaucoup de similitudes entre nos deux pays et avec des connexions très fortes ferroviaires ou aériens avec Barcelone, Madrid. Vous pouvez vous être dans cette région assez rapidement. On a en tout 42 startups de la French Tech 120 présents en Espagne. Ça illustre un peu l'appétence pour les entreprises dans le secteur technologique pour venir en Espagne, dans tous les secteurs. On parle de retail tech, de marketing digital, d'audiovisuel, de télécommunications. Cette année-là, en janvier, fin janvier, on va avoir les nouvelles French Tech 120. Donc, on verra quelles sont les pépites qui sont présentes en Espagne. C'est juste une illustration pour vous montrer un peu voilà, comment l'Espagne attire la technologie sur le marché espagnol. En tout, il y a 2400 entreprises françaises présentes en Espagne. On parle de petites entreprises. On peut parler de Jacadi, par exemple, mais aussi on parle de grosses entreprises comme Orange. Ils sont présents ici, ou des startups comme Silkfox, ou des entreprises dans les télécommunications comme Cirset. Après, on a des entreprises comme Carrefour, Auchan, etc. Et c'est vrai que c'est un moyen de vente de la techno. On parle de retail tech, par exemple, de technologies appliquées au retail. Et on peut vendre à Carrefour, Espagne, qui prend des décisions indépendamment du groupe Carrefour. De même pour Orange, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut compter sur ces entreprises-là pour vendre la technologie française, la French Tech. L'Espagne, c'est aussi un hub vers l'Amérique latine. Quand on va vendre à Telefónica, on vend à Telefónica Espagne, on vend à Telefónica Amérique latine. Telefónica est aussi présent en Allemagne, en Angleterre. Telefónica est un des premiers opérateurs au monde dans la télécommunication. Je ne l'ai pas mis, mais il y a Cellnex aussi, premier opérateur de tours de télécommunications européens. Ils sont basés à Barcelone. Ils sont présents en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, etc. BBVA, pareil, ils sont en Espagne, mais ils sont dans l'Amérique latine. Donc, en fait, quand on va vendre à ces groupes-là, on a une porte vers l'Amérique latine assez forte. Et parfois, Telefónica nous dit, voilà, nous, la technologie pour l'Espagne, ça ne nous intéresse pas, mais ça pourrait nous intéresser pour le Mexique. Voilà. Et pour pas parler juste de différents secteurs, je veux vous parler de tous les secteurs. C'est vrai que tous les secteurs en technologie, l'Espagne a un besoin, comme dans tous les pays. On parle de télécommunications, je vous ai parlé de Telefónica, de Cellnex. Il y a un besoin énorme en télécommunications. L'Espagne est l'un des pays au monde avec le plus de fibres optiques. Ça y est, en 2025, il n'y aura plus de fibres en cuivre. On passe tout en fibre optique. La 5G, en 2030, tout sera en 5G. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se réaliser sur la 5G. En audiovisuel, le gouvernement espagnol a créé le hub d'audiovisuel à Madrid. C'est le premier hub audiovisuel en Europe. Et c'est l'appui du groupe espagnol Grupo Sequoia avec Netflix. Netflix a un centre de production de films. Et dû au succès que vous connaissez, La Casa de Papel, c'est vrai qu'après, on a eu des succès. Netflix a souhaité s'introduire en Espagne et en Europe et à travers ce hub-là. On parle de retail tech. Tout à l'heure, on a parlé de Mercadona, qui est le premier retailer en alimentaire. Mais on a aussi le groupe Inditex, Zara, que vous connaissez. Voilà, on a des grosses boîtes dans le retail. Le e-commerce, pareil. Ça cartonne, il y a une croissance énorme. En fintech aussi, avec des grands groupes. Tout à l'heure, j'ai cité BBVA, mais il y a Banco Santander, La Caixa. Ces trois groupes sont des mastodontes. Ils sont présents dans différents pays au monde. Et avec eux, vous pourrez travailler tout ce qui est fintech. C'est plutôt à Madrid, pour le coup. On est sur la tech, on est sur la cybersécurité, le cloud, les data centers. On a un Français qui s'appelle Data4 qui est présent aussi en Espagne. On a OVH Cloud aussi, avec qui on travaille pas mal, qui est présent aussi en Espagne. Je passerai au slide suivant, s'il vous plaît. Et là, vous allez pouvoir voir, voilà, avec les levées de fonds.
En 2021, année exceptionnelle pour tous les pays. L'Europe rattrape un peu le retard par rapport aux Américains. Super année pour la France, super année pour Londres. Et l'Espagne a levé 4,2 milliards, levée de fonds de 4,2 milliards. On a deux villes, donc tout à l'heure on en a parlé, Barcelone et Madrid. C'est vrai que si on fusionne ces deux pôles technologiques, Barcelone et Madrid serait le quatrième pôle tech en Europe, après Londres, après Berlin et après Paris. Voilà. On va passer au slide suivant et vous allez voir un peu où se situent un peu ces startups. Alors, elles sont plutôt à Barcelone, plutôt à Madrid, bien évidemment, les deux gros pôles. Traditionnellement, Barcelone était devant au niveau des startups. Madrid a rattrapé ce retard. Et là, on a les deux gros pôles. On a le Pays Basque avec Bilbao aussi, où il y a pas mal de startups. Valence, Mercadona et son président, Monsieur Roig, a développé un incubateur, un peu comme Station F. Et du coup, il y a une centaine de startups développées à Barcelone par Mercadona, donc le retailer, dans tous les secteurs. C'est vrai que Valence est un gros hub, c'est le troisième hub en technologie à Espagne. Et puis, il y a un petit hub qui commence à apparaître depuis quelques années, c'est Malaga. Malaga commence à être assez important. On a l'introduction de Vodafone, de Google qui ont développé des centres d'innovation dans cette ville. Et du coup, actuellement, on a eu en 2021 8 licornes. On a une dernière qui vient d'apparaître, c'est en janvier 2022, au tout début. On en a 9, donc en Espagne. Et si vous voulez comparer en France, actuellement, on en a 25. Donc, un marché qui commence à se développer. En 2022, il devrait y avoir, là, ce que vous voyez à ma droite, c'est les futurs unicornes en 2022-2023. Il devrait y en avoir pas mal qui vont apparaître sur le marché espagnol. Je vais finir avec le slide suivant, avec les salons importants. C'est vrai que l'Espagne et le Portugal, je vous parlais un petit peu du Portugal puisqu'il y a un gros salon. Dans un mois, il y a le Mobile World Congress, le plus gros salon au monde de télécommunications. En parallèle du Mobile World Congress, il y a un salon pour startups qui s'appelle le 4 Years for Now. Donc, on va avoir des VC, des business angels, etc. L'IoT World Congress, si vous êtes plutôt dans ce secteur-là, c'est vrai que c'est un secteur important. C'est l'événement européen le plus important. South Summit, qui est l'équivalent du Vivatech. Le Creative Lab dans les ICC, de l'industrie culturelle et créative, qui aura lieu à Barcelone et à Lisbonne. Un programme d'accélération business qui s'appelle French Tech des Iberia, un accompagnement sur 6 mois de scale-up plutôt que start-up. Et puis le Web Summit à Lisbonne, le plus gros salon au monde dans les softwares. Là, on est plutôt dans les softwares. Et je finis pour vous présenter par l'équipe tech ibérique. On a des experts dans tous les domaines, que ce soit e-commerce, que ce soit retail tech, cybersécurité, fintech, insurtech, télécommunications, audiovisuel, etc. Donc, on est présent à Barcelone. Depuis Barcelone, on gère toute l'Espagne et puis présent aussi à Lisbonne. On peut vous aider aussi sur des études de marché, sur du networking, communication, réseaux sociaux, etc. Et voilà pour ma part, et je répondrai tout à l'heure à toutes vos questions. Et je laisse la main à Laurence pour vous parler de l'industrie et la clean tech. Merci Javier, bonjour à tous, enchantée d'être avec vous ce matin. Alors du coup, pour Industrie et Clean Tech, ce que j'ai voulu vous présenter sur cette slide, c'est vraiment on va dire, les secteurs porteurs principaux, en sachant que, bien entendu, il y a aussi des opportunités dans d'autres secteurs plus niches. Mais voilà, tout à l'heure, Astrid, notre collègue, vous indiquait qu'effectivement, le plan de relance espagnol était plus focalisé sur la transition écologique et la digitalisation. C'est tout à fait ça. C'est 39% des 140 milliards d'euros prévus alloués à tout ce qui est transition écologique et puis 29% à la digitalisation et notamment en digitalisation de l'industrie. Vous retrouverez sur cette slide le ferroviaire et puis l'automobile et l'aérospatial qui sont trois des grands piliers de l'économie espagnole, de l'industrie espagnole. Avec le ferroviaire, eh bien, un pays qui arrive quand même en première position en Europe en termes de lignes à grande vitesse installées, construites, 3400 km de lignes. Donc le deuxième au niveau mondial après la Chine pour information.
Et bien entendu, donc l'automobile et l'aérospatiale, qui sont des secteurs clés qui ont été fortement, tout comme en France, touchés par la crise Covid. C'est sûr que tout ce qui a été, on va dire, arrêt des usines pendant la première vague et puis, bien entendu, arrêt des programmes pour l'aéronautique ou en tout cas mise en suspens de certains programmes pendant quelques mois, a eu des répercussions. L'automobile souffre aussi également de pénurie de microchips. Mais pour l'auto, pour le coup, c'est quand même un pays qui représente 10% un secteur pardon, qui représente 10% du PIB en Espagne, avec la présence en local de l'ensemble des constructeurs internationaux et puis de nombreux équipementiers. Et pour l'aérospatiale, vous avez, notamment l'aéronautique, vous avez, vous avez la présence de toutes les filiales d'Airbus en Espagne, chose qui n'est pas forcément connue. Et puis, vous trouverez donc de grands tier one qui sont donc Air Nova, Situri, Alestis, qui sont notamment présents sur d'autres marchés à l'international. Voilà, donc à ne pas négliger, même si en ce moment, ce sont des opportunités qui sont plutôt liées à des sous-secteurs précis dont on reparlera tout à l'heure. Alors, je voulais commencer par la transition écologique. Bien évidemment, donc dans ce poste-là, vous avez tout ce qui est le développement des ENR. C'est vraiment un gros pari de la part du gouvernement qui souhaite développer donc les ENR en Espagne. On l'a vu l'année dernière. Il y a eu des appels d'offres pour un total de 6 gigawatts, alors principalement axés sur les technologies éoliennes et solaires photovoltaïques. C'est un marché qui a vocation à se développer encore plus puisque le PNIEC, qui est donc le plan énergie-climat local, prévoit d'ici 2030 des investissements aussi bien publics que privés à hauteur de 240 milliards d'euros. Donc, il y a matière à faire et c'est quelque chose, c'est une tendance qui est de plus en plus marquée avec des sociétés espagnoles donc positionnées sur toute la chaîne de valeur. Alors le nucléaire, alors rien à voir avec le parc français, bien entendu, mais ça reste quand même le 7e pays européen en termes de nucléaire, puisque nous retrouvons 7 réacteurs et 5 centrales. La stratégie en la matière n'est pas vers le développement du secteur, bien au contraire, on est là plutôt sur du démantèlement, donc ce qui offre des opportunités pour les fournisseurs français en termes de maintenance d'ici la fermeture des centrales et puis bien entendu en termes de démantèlement. Donc là aussi, il y a matière à faire des choses avec les entreprises espagnoles, en sachant que la filière nucléaire espagnole est bien structurée également, avec de nombreux acteurs qui, pour le coup, développent leur activité principalement à l'international, mais voilà, qui ont de bonnes références et qui sont intéressants à connaître. L'hydrogène, alors tout comme en France, tout comme au Portugal, tout comme en Italie et dans pas mal de pays européens, c'est un gros pari qui est fait par le gouvernement, avec plus de 9 milliards d'euros qui seront alloués à ce secteur d'ici 2030. Alors en Espagne, on parle plutôt de développement d'hydrogène vert, donc à partir de NR, d'énergie renouvelable. Du coup, l'objectif est de pouvoir installer en Espagne 4 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030 et concentrer donc le développement de l'hydrogène dans tout ce qui est mobilité, secteur mobilité, ce qui touchera donc notamment le développement de flottes de bus, de véhicules propulsés à l'hydrogène, mais aussi donc tout ce qui touche à la partie ferro. Donc les constructeurs de trains ici en Espagne travaillent beaucoup sur des projets de trains propulsés à l'hydrogène. Donc une filière sur laquelle il y aura un certain nombre de choses à faire. Et puis, comme l'avait évoqué donc ma collègue Ève, tout ce qui est rénovation énergétique bâtiment, efficacité énergétique est un marché en fort développement. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus puisqu'elle en a déjà parlé. Sachez cependant que d'ici à 2030, plus d'1,5 million de logements seront réhabilités en Espagne. Pour le ferro, en 2021, ça a été 4,8 milliards d'euros qui ont été alloués au secteur. Donc, ça représentait plus ou moins 47% des investissements du ministère du Transport. C'est un secteur qui bénéficie chaque année d'un certain nombre d'investissements, qui est très dynamique. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 constructeurs nationaux qui sont CAF et Talgo. Vous les connaissez sûrement, ou en tout cas CAF, puisque CAF est aussi présent en France à Bagnères de Bigorre. Ce sont 2 constructeurs très forts
CAF, c'est environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et Talgo 500 millions. Ce sont des constructeurs qui sont positionnés bien évidemment pour la majorité de leur activité sur des projets à l'international. Donc pour les fournisseurs français, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec eux, puisque sur la même idée que vous indiquait donc mon collègue Javier et Astrid au début, en fait, le fait de rentrer en contact avec des groupes qui sont bien implantés en local en Espagne, mais qui ont aussi beaucoup d'activités internationales, notamment voilà, en Europe pour le cas de CAF et Talgo, mais aussi plus loin que cela, vous permettent en fait d'aborder des pays tiers à partir on va dire, de mise en relation des contacts espagnols. Les autres opportunités en matière ferroviaire se concentrent bien évidemment sur le déploiement du réseau à grande vitesse. L'Espagne est donc, je vous le disais tout à l'heure, mais est le deuxième pays au monde en termes de lignes à grande vitesse. Je ne sais même plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais bon, bref, comme ça, vous le saurez. Et le premier au niveau européen, 3400 km de ligne à grande vitesse en Espagne. On l'a vu récemment, la grande vitesse continue à se déployer puisqu'il y a eu cette connexion avec la Galice il y a 10 jours. Donc, le réseau continue à s'étendre. Des investissements, donc 6 milliards d'euros d'ici à 2025 sur la modernisation des réseaux conventionnels et le train de banlieue. Et puis, bien entendu, tout comme en France, l'ouverture à la concurrence du transport ferro de voyageurs. Alors, en Espagne, on a donc la SNCF avec Ouigo qui concurrence l'opérateur historique local qui est la Renfe sur la ligne, alors pour l'instant sur la ligne Madrid-Barcelone, mais qui a vocation cette année à étendre son action sur les lignes Madrid-Séville et Madrid-Valence. Voilà, donc ensuite tout ce qui concerne l'industrie 4.0, avec la digitalisation de la supply chain en Espagne, en sachant que le tissu local industriel est plutôt composé de PME et de TPE, qui souvent donc, ont eu des difficultés à pouvoir avancer dans tout ce qui était sujet de digitalisation, mais la crise Covid l'a bien montré. Et les entreprises en local l'ont bien compris que pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir passer ce cap de la digitalisation. Donc là aussi, pas mal d'investissements alloués d'ici 2030. Et sachez qu'en Espagne, vous avez de belles références en termes d'usines 4.0, avec notamment l'usine PSA à Vigo en Galice, qui est référente en la matière, et l'usine d'Alstom à Barcelone, en Catalogne, qui est également une belle référence en termes d'industrie 4.0. Voilà, et pour l'automobile et l'aérospatiale, alors évidemment, des fonds notamment européens, mais aussi des fonds qui viendront du secteur privé sur des sous-secteurs bien précis, au niveau donc automobile. Tout est axé vers le développement du véhicule durable, donc véhicule électrique, hybride, connecté. L'Espagne souhaite vraiment se positionner en termes de pôle industriel européen de l'électromobilité. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais en fin d'année dernière, il y a eu une annonce qui a été faite sur un projet de création d'usines de batteries électriques via un consortium, une alliance entre Volkswagen / Seat et l'acteur espagnol, l'électricien Iberdrola. Donc voilà, c'est intéressant, ça sera à suivre, et ce projet est notamment financé par des fonds européens. Et en termes donc d'aérospatial, eh bien, vous allez avoir des fonds qui vont être alloués plutôt sur le développement de technologies comme l'avion zéro émission. Donc voilà, intéressant aussi. Voilà, ça c'était les principales opportunités sur le secteur industrie clean tech. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait dans d'autres secteurs, mais je pense que la plupart des efforts à court et moyen terme vont être axés sur ces principaux secteurs-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Et donc voilà, pour terminer rapidement, donc l'équipe industrie clean tech ibérique, avec des personnes qui sont sur leur poste depuis de nombreuses années, qui sont référents dans leur secteur, qui connaissent bien les acteurs locaux, et qui sont spécialisés sur des secteurs d'activité très spécifiques. Et peut-être pour compléter, sachez que cette année, donc en termes d'événements à ne pas manquer, si vous voulez faire des salons dans le secteur, vous avez le Smart City World Congress, qui est un salon annuel qui aura lieu donc à Barcelone au mois de novembre, qui touche toutes les thématiques de la Smart City.
Cette année, il sera plutôt axé sur la mobilité. Et puis, donc, au début avril, vous avez le salon itinérant Wind Europe, qui est le salon donc, de l'éolien onshore et offshore, qui se réalisera donc à Bilbao, au nord de l'Espagne. Voilà pour les salons. Après, il y a d'autres événements sur lesquels nous travaillons qui permettra de mise en relation avec des acteurs locaux type Acciona pour les ENR et puis Stadler pour le ferro et Caetano Bus au Portugal pour tout ce qui est construction de bus à hydrogène et électrique. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Non, Ouais, on c'est bon. n'entendait OK. pas. Ça. Ah OK, super, merci. Ça, c'était juste une slide qu'on vous avait préparée pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit de par les différentes interventions, hein. Vous l'avez entendu plusieurs fois, mais l'Espagne reste un marché de proximité, donc assez facile, on va dire plus facile que le grand export, avec la présence de grands groupes français, hein, plus de 2000 filiales en local, donc qui peuvent être considérés comme des relais locaux pour votre société. En général, l'offre française est plutôt bien accueillie et reconnue. La crise Covid a fait que les Espagnols se sont très vite adaptés aussi à des prises de contact virtuelles, donc via Teams, ça se déroule très bien et là, c'est quelque chose qu'on continue de pratiquer. Les sociétés espagnoles que nous contactons sont encore assez réservées sur, on va dire, l'accueil en présentiel dans leurs locaux d'entreprises, de fournisseurs étrangers ou autres, hein, de visite, on va dire, extérieure. Mais voilà, les premiers rendez-vous en virtuel se passent très bien. Et puis, bien entendu, l'Espagne est un relais pour aborder notamment l'Amérique latine. Alors, quelques conseils hein, dans les cadres en bleu pour une meilleure préparation et une meilleure approche du marché. Comme l'a dit donc, ma collègue Astrid, c'est un pays qu'il faut envisager de manière régionale, hein. Les communautés autonomes ont une identité propre, ont une culture propre. Souvent, elles ont une langue qui leur est propre. Et les partenaires que vous souhaiterez identifier en local seront plutôt des partenaires donc, régionaux. Donc, à bien prendre en compte. Il se peut aussi que certaines réglementations soient un peu plus développées dans une communauté autonome que dans une autre. Ça aussi, c'est à regarder de plus près. Alors, en sachant que les réglementations au niveau des communautés autonomes ne vont jamais à l'encontre de la réglementation nationale, mais elles peuvent aller plus dans le détail selon la communauté autonome en question. On l'a dit aussi, donc l'Espagne valorise beaucoup l'innovation, donc des produits innovants. Ceci dit, c'est un pays qui n'est pas précurseur et qui est plutôt suiveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une innovation à présenter en Espagne, il ne faut pas hésiter à présenter vos références clients et à montrer que votre technologie est éprouvée auprès d'autres sociétés. Ça rassure énormément les Espagnols. Bien entendu, le relationnel est très important. C'est un pays latin. C'est souvent recommandé, ça rejoint un autre point que j'avais indiqué un peu plus bas. C'est souvent recommandé d'être présent localement. Alors au début, si vous n'êtes pas forcément présent via un partenaire ou via une implantation ou via un VIE, c'est pas grave, hein, les premiers contacts se font très bien à distance. Mais ceci dit, si vous envisagez une présence pérenne dans le pays, n'hésitez pas à avoir une représentation locale, que ce soit une personne ou autre, puisque c'est comme ça qu'on tisse son tissu de relations. Et le pays étant, on va dire, les Espagnols étant des gens qui aiment beaucoup les relations, vous allez pouvoir développer votre réseau de networking beaucoup plus facilement. Et ça vous aidera dans le développement de votre business. Bien entendu, ne pas arriver en pays conquis, hein, évitons l'arrogance qui souvent nous est reprochée. Se protéger évidemment, hein, ça coule aussi de source, se protéger au niveau juridique, propriété intellectuelle, etc. Voilà, et les deux autres points, donc, surtout le dernier, on en a déjà parlé, mais après tout ce qui concerne des conseils au niveau de l'approche locale, bien évidemment avoir une démarche structurée, préparée, surtout soyez préparés. Ayez des moyens humains, financiers. Pensez que c'est une relation qui va s'établir quand même dans la durée, donc avoir quelqu'un qui puisse suivre les premiers contacts avec les prospects locaux. Savoir que l'espagnol souvent est la langue qui sera pratiquée. En fait, il y a des secteurs où vous pourrez donc échanger en anglais.
et peut-être avec des fonctions qui sont un peu plus préparées à parler anglais, mais si vous rentrez dans des secteurs un peu plus, on va dire, industriels, très techniques, etc., voilà, on a souvent affaire à des interlocuteurs qui ne parlent qu'espagnol. Donc, avoir une personne qui parle espagnol, c'est super. Pareil, la plaquette commerciale à avoir en espagnol, c'est toujours mieux. Après, voilà, l'anglais peut être aussi un premier document à transmettre. Et puis, comme il a déjà été évoqué au cours des différentes interventions, donc bien entendu, savoir se positionner en local. Alors, si vous arrivez à vous positionner de manière correcte par rapport à la concurrence au niveau prix, c'est l'idéal, puisque l'Espagne reste quand même un marché très, très sensible au prix. Après, si vous ne pouvez pas vous aligner sur l'offre locale, démarquez-vous d'une manière ou d'une autre et sachez surtout vendre cette différence, ou en tout cas l'innovation que vous apportez par rapport à ce qui peut être trouvé au niveau local. Voilà, c'est terminé aussi pour ma part. Je passe la main à Béatrice pour présenter la mission de prospection de juin et à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Oui, merci Laurence. Donc effectivement, au vu de tous ces éléments plutôt encourageants, alors je vous rappelle la mission de prospection régionale en Espagne du 13 au 17 juin 2022. Donc voilà. Alors, à ce titre, je vous ai préparé une petite chronologie de dates et de préparation de la mission. Alors avant tout, effectivement, il est indispensable de prévoir un échange avec l'expert sectoriel afin de cerner la démarche à l'export de l'entreprise sur le pays ciblé et de définir les attentes et les besoins de l'entreprise sur le marché. Donc là, vous voyez, on est bien sur l'étape point conseil avec le conseiller référent et puis donc le conseiller référent en local et aussi votre conseiller à l'international au sein de la Team France Export. En général, ce point conseil dure 1 heure et ça lui est en visio. Donc, à l'issue de cet échange et une fois l'inscription confirmée, donc la date butoir là, est fixée au 15 mars 2022 pour l'inscription. Débute la phase de ciblage et de validation du potentiel de l'entreprise auprès des opérateurs locaux. Donc là, pour le coup, il s'agit pour Business France d'identifier les prospects, valider le ciblage avec l'entreprise et de contacter les prospects identifiés. Alors là, on arrive sur l'étape 1, ciblage et cadrage et préparation de la mission, qui sera à peu près sur la période avril-mai 2022. Et ensuite, Business France organisera le programme de rendez-vous personnalisé et remettra à l'entreprise un document de synthèse comprenant le programme de rendez-vous et les fiches détaillées des sociétés rencontrées. Et le débriefing permettra aussi, par ailleurs, de faire le bilan de la mission et de donner les recommandations à l'issue des rendez-vous. Donc là, on arrive à la dernière étape, étape 2, organisation, programme de rendez-vous, et l'étape 3, débriefing. Voilà, en quelques mots, juste une petite précision par rapport peut-être à la semaine sur place en Espagne. Donc en général, on prévoit l'arrivée la veille, donc certainement une arrivée prévue le dimanche 12 juin dans l'après-midi sur Madrid, certainement. Et puis à partir du lundi 13 juin, le matin est prévu le cadrage collectif avec les équipes sur place. L'après-midi donc aura lieu le début du programme de rendez-vous individuel. Et puis le soir est prévu le dîner networking avec les représentants de la communauté d'affaires sur place. Et puis ensuite, à partir du mardi 14 juin, se poursuit donc le programme de rendez-vous en Espagne, Madrid et autres villes, en fonction du programme de rendez-vous. Voilà, ensuite le budget.
à prévoir pour cette mission. Alors, le coût de la prestation s'élève à 4 100 € par entreprise et cela comprend donc d'une part la validation du potentiel auprès des opérateurs locaux et ainsi que le programme de rendez-vous individuel et d'autre part l'accompagnement de la Team France Export. Alors, je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. En option, le forfait de 100 € par participant supplémentaire et puis également un forfait de 650 € par jour pour un accompagnement au rendez-vous par un expert sectoriel Business France. Alors, l'accompagnement de la TFE que j'ai évoqué précédemment, donc en quelques mots, là, j'ai repris un petit peu ce que j'ai cité, c'est-à-dire l'accompagnement TFE, c'est quoi? C'est en amont de la mission, la validation du potentiel de l'entreprise. En général, ça se fait sur la base d'un cahier des charges et puis en échange avec le bureau TFE Espagne, c'est-à-dire le point conseil en l'occurrence. Ensuite,